Bonjour, donc il est 13h05. On a dit qu'on attendait un petit peu. Vous êtes assez nombreux, puisque effectivement, là, vous n'arrêtez pas de nous rejoindre. Et bon, on va commencer. On va commencer d'abord par vous souhaiter Oui, tous nos voeux oui. pour 26. 2026. Voilà, Une très plein de belle bonnes année. choses. Du bonheur d'abord pour vous-même, pour vos proches, une excellente santé. Et puis voilà, puis plein de choses très, très agréables. On vous a donné rendez-vous, bah, finalement, comme chaque début d'année. Je me suis rendu compte que c'est à peu près la même date que l'année dernière pour ce webinaire senior. On voulait le faire avant, mais il y avait tellement d'incertitudes dans les tuyaux qu'on s'est dit on va attendre que ce soit un petit peu figé et même comme ça, donc en fait, on a décidé de faire ça que début janvier. Donc comment ça va se passer? Bah, comme d'habitude. Alors attendez, parce que là, il y a un petit problème. J'ai pas mes transparents. Ils sont partis, mes transparents. Non, parce que tu es sur la vidéo. Oui, mais je sais, mais j'arrive pas à revenir sur mes transparents. Mm. Alors, bah, je fais quoi là? Excusez-nous, c'est un petit problème. Oui, je l'ai pas fait. Ouais, Très bien, mais j'ai peur que. voilà, on est retombé sur nos pattes. On va faire une présentation donc, d'environ une demi-heure comme d'habitude, avec une session de questions-réponses à la fin de 30 minutes, on a prévu. Si vous avez besoin d'intervenir en cours de session pour poser une question, surtout n'hésitez pas, hein. L'objectif, c'est que ce soit vraiment interactif et puis qu'on puisse répondre à vos questions quand vous les avez. Les questions sont par contre à poser via le chat de préférence. Et Julien, qui est à la technique, nous dira s'il faut qu'on nous interrompra si on a besoin. Donc, le support de présentation va être disponible sur demande comme d'habitude. Et vous pourrez avoir le replay sur notre chaîne YouTube, donc CFDT Casa. Vous tapez YouTube CFDT Casa, vous tombez sur notre chaîne. Vous vous connectez sur notre site et vous avez accès à notre chaîne. Le lien sera communiqué via notre tract. Et donc, Julien nous disait qu'effectivement, notre dernier webinaire senior, il y avait eu 300 replays à peu près. Donc, voilà, on sait que c'est un sujet qui intéresse quand même pas mal. Prenons un peu la caméra, Ouais, Daniel. ouais, On voilà. voit bien. C'est toi qui Oui, mais surtout, rayonne. surtout, je voudrais avoir transparence suivant. Bah ouais. Merci. Alors, Voilà. de quoi va-t-on parler aujourd'hui? C'est qu'est-ce qu'un senior? D'abord, un senior, c'est quelqu'un qui évolue dans le temps. On va vous parler de la loi senior de 2025 et de la suspension de la réforme Borne. Donc, j'aurais dû mettre des guillemets à suspension parce que c'est pas vraiment une suspension, c'est une légère modification. Et puis, surtout, on va détailler les nouvelles modalités de fin de carrière et de retraite avec un exemple parce que, en fait, c'est assez compliqué. Et donc, un exemple clarifie quand même pas mal de choses. Il y a quelqu'un qui a mis son micro, qui a gardé son micro ouvert. Je pense qu'il faudrait peut-être le couper parce que sinon, ça fait un petit peu de bruit pour tout le monde. Voilà. Alors, Alain, dis-moi, Oui, c'est oui, quoi mais un senior? le micro, il y a le micro ouvert. On y va. OK. Alors, un senior est un travailleur expérimenté. Alors, pourquoi différencier les seniors? Donc, je vais lire la petite phrase que tu as mis, qui Ouais, est une phrase qui te plaît beaucoup. Être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres. ouais, Et moi, j'ai un adhérent CFDT qui m'a donné une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est être vieux, c'est avoir été plus jeune avant les autres. voilà. Et je trouve ça super bien parce que voilà, on a tous été jeunes. Donc, un senior est un salarié comme les autres, juste un peu plus âgé et plus expérimenté. Bah, il a les mêmes capacités intellectuelles, hein, Mhm. les mêmes capacités physiques, mais pas toujours la même énergie, capacité de récupération. Ça, j'en parle en connaissance de cause, hein. C'est c'est un Ouais. peu des paliers, quoi. Bah, 50, 55, 60. Après, j'ai pas été plus loin encore. mais en fait, c'est un problème d'énergie, de capacité de récupération. C'est pas une Exactement. question de faire, c'est une question de récupérer De pendant récupérer, voilà, tu voilà, récupères c'est pas ça. quand. Voilà. Mais éventuellement, des problèmes de santé. On n'a pas toujours le même capital santé. Les problèmes de santé, bah, ils se cumulent avec l'âge, hein. Mhm. Plus on avance, bah, même si on n'a pas le même capital santé, bah, on a potentiellement plus de problèmes de santé. Une meilleure compréhension du fonctionnement de l'entreprise et un peu plus de recul sur la vie pro-perso. Ouais. Un peu plus de recul, ça permet aussi des fois de peser le pour et le contre et puis voilà, de mieux appréhender les Exactement. choses de la vie dans Exactement. l'entreprise. Une vision de la temporalité, donc d'où on vient, où on va. Ouais. Une bonne connaissance de l'histoire de nos métiers et de nos systèmes, et qui sont parfois, on va dire même assez souvent, hein, mis sur la touche. Alors pourquoi une vision aussi décalée en entreprise? Alors, on devient vieux dans le regard des autres. Encore des belles phrases. Mais c'est pas de moi, c'est Ah bon? Lucie D'accord. d'Erika. D'accord. Oui, où on est jeune dans le regard de ceux qui nous aiment. C'est ça C'est pas aussi. mal, moi j'aime bien aussi. Alors, l'histoire de la mémoire collective ou pas. Alors, on a oublié d'où on vient et ce qu'on a fait pour l'entreprise, sauf les seniors. Alors, comment le monde était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'était old fashion, dans un monde qui va très vite. Mais le passé explique le présent.
on garde les poncifs liés à un autre temps. Ça, c'est dommage. C'est dommage, voilà, exactement. Oui, le passé, vous oubliez les Et conflits oui, qui vont avec. les préjugés évoluent moins vite que la réalité. Ouais. Alors, l'agisme qui discrimine les jeunes comme les vieux. L'agisme est une forme de discrimination dont on parle le moins. C'est quand même assez ça, à la fois pour les vieux et à la fois pour les jeunes. Il regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation ou de mépris fondés sur l'âge. Donc, stop aux préjugés. Voilà, c'est donc là. L'agisme est présent dans nos sociétés occidentales qui vouent un culte à la performance, à la beauté, à la force. Mais on est bien aussi, on est beau aussi quand on prend de l'âge et de l'expérience. Avec une beauté intérieure. Exactement. Et surtout dans le regard de ceux qui nous aiment. Voilà. Non, mais j'aime bien que je la répète. Alors, c'est un phénomène insidieux qui nous concerne tous, qui s'ancre dans notre peur ou notre anxiété du changement et de l'inconnu. Et la question, c'est est-ce qu'on ne reproduit pas en entreprise ce qui se passe dans la famille, Daniel? Ben voilà. Je suis d'accord avec toi. Et c'est à moi d'y répondre. Ouais. Voilà. Alors, l'enfance, démarrage en entreprise, on apprend, conduit. Adolescence, maturité dans l'entreprise, chaque génération établit ses références et rejette tout ou partie les références existantes. C'est ça. Ça, c'est un peu ça en plus. Maturité, ancienneté dans l'entreprise, ça dépend. On continue à évoluer avec le monde ou pas. Ou pas. Et Lecture. alors, nos seniors sont-ils épanouis? Alors, déjà, on a des clichés bien installés. Hein. Ils coûtent cher, sont peu productifs, sont désabusés. Donc, est-ce qu'ils sont épanouis? Le sentiment de dévalorisation bien présent. Là, il y en a un, sentiment de dévalorisation. Des collègues expérimentés qui ne comprennent pas leur mise à l'écart. Des mobilités internes qui s'appuient, et ça on l'a tous vécu, sur des niveaux de salaire à recruter plutôt que sur les compétences recherchées, ce qui écarte les anciens, hein, les mieux payés, puisque potentiellement s'il y a une carrière derrière, et encore pire si on est passé, si on a managé des grosses équipes, ou on est passé par Cassive, mais en même temps, la boîte, elle continue à nous payer le même prix. Exactement. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, exactement. Oui, leur chance aux jeunes. Hein, mais tu as raison, mais c'est un peu. Voilà, il faut des jeunes et des vieux. Mais on est bien d'accord. Des femmes, des expérimentés, des exactement. Il faut un Et ben, ça coûterait moins cher, en fait, pour quelqu'un qui est relativement dans un placard, qui est bien payé à Casa, de payer sa cote-part s'il va dans une filiale. On est bien d'accord. Oui, ça coûterait beaucoup moins cher à Casa. Alors, une moindre reconnaissance dans l'entreprise, moins d'augmentation, moins de primes, moins de formation. Mais 4 seniors français sur 10 restent heureux au travail. Bon, c'est pas la moitié, mais ça en fait quand même 4 qui sont. Voilà. Alors que des collègues expérimentés connaissant bien leur job et l'entreprise, des collègues qui souhaitent continuer à s'investir dans l'entreprise sur des sujets intéressants et des collègues prêts à transmettre leurs compétences. Donc, nous, à la CFDT, les axes d'amélioration qu'on continue à travailler et qu'on défend, c'est la partie management, convaincre les managers de continuer à leur faire confiance. Hein. Je pense qu'on a tous d'expérience. On a eu des changements de manager. Moi, personnellement, j'en ai aucun qui m'a demandé ce que j'avais fait avant. Il m'a demandé mon CV pour voir potentiellement ce que j'avais fait et mes capacités. On oublie. C'est le problème de la mémoire collective dans l'entreprise. On oublie. Et on arrive, on dit, voilà, l'équipe est là, il fait ça, c'est comme ça bouge pas. Alors, RH, aborder la seniorité de façon équitable vis-à-vis des collègues plus jeunes en termes de sujets confiés, reconnaissance salariale, mobilité. Compétences, utiliser mieux leurs compétences pour former les jeunes, fin de carrière, anticipation et départ progressif à construire. Voilà. Tout à fait. Je continue? Tout à fait. Et du coup, en fait, le senior. Alors, le senior qui évolue dans le temps. Alors, nous, ce qu'on défend à la CFDT, c'est le choix. En fait, que le senior puisse avoir le choix et ce choix-là dans le temps. Voilà. Donc, soit de continuer à travailler et continuer à travailler s'il le souhaite ou s'il est contraint, puisqu'on sait très bien que, voilà, on est des fois contraint parce qu'on a encore des enfants d'une supérieure, parce que on a un crédit sur le dos, etc. Donc, s'il le souhaite et ou s'il est contraint, qu'il puisse continuer à travailler, ralentir le rythme, et là, ou s'arrêter. Voilà, ralentir le rythme, je vais exposer plein de choses. Voilà, tu vas exposer, voilà, ou s'arrêter, tu vas exposer aussi les choses. Voilà. Alors, c'est quoi un senior? Alors, dans le Code du travail, c'est pas explicitement défini que c'est 45 ans. Par contre, il y a beaucoup de textes qui s'appuient, qui prennent 45 ans comme seuil d'âge. Pour l'entretien de carrière. Par exemple, voilà, etc. Donc, on part à peu près là-dessus. Mais concrètement, en entreprise, ça dépend des dispositifs que l'entreprise a mis en place dans les accords. Elle considère que c'est 50 ans, 55 ans ou 60 ans. Alors, la place des seniors chez Casa, un salarié sur deux a plus de 45 ans. Ça veut dire qu'il y a la moitié de seniors. Voilà, si on partait du seuil de 45 ans. Un salarié sur 4 a plus de 55 ans et un salarié sur 8 a plus de 60 ans. Ça fait 12,5% des effectifs à plus de 60 ans chez Casa et 25,5% des effectifs à plus de 55 ans.
Alors, l'histoire, c'est recul de l'âge de la retraite, le fruit de l'histoire, et puis les cadres dirigeants qui sont logés en partie chez certains. Et qui n'ont pas 30 ans. Donc, effectivement, c'est un petit peu la bosse là, sur la fin Exactement. de ton dessin, où effectivement, il y a un petit renflement. Ça, on est à peu près à 10% sur les catégories d'âge, sauf sur les catégories un petit peu plus anciennes. Alors qu'effectivement, comme la structure de l'effectif par 30 ancienneté a tendance à baisser, on aurait tendance à penser que les gens qui ont 50 Oui, ou oui. 60 ans, Mmh. ils sont dans l'entreprise depuis, je sais pas, 30 ans. En fait, on regarde la courbe d'ancienneté, pas si importante que ça. Exactement. Alors, environ 60 collègues atteignent l'âge légal de la retraite par an, hein. Et le point, ce qu'on voit bien par rapport à ce qu'on disait précédemment sur le fait de continuer à travailler par contrainte ou par souhait, on a quand même 140 collègues qui pourraient partir en théorie, mais qui continuent à travailler. Voilà. Parce Alors qu'ils ont des contraintes. parce que c'est un souhait, voilà, ça peut être les deux en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir le choix en fait pour pouvoir. Hein. Donc voilà. Ensuite, c'est quoi un senior dans l'US Casa? Alors, les chiffres du bilan social les interpellent un peu, hein. On a moins de mobilité, passé 50 ans, et ça, je pense que nombre d'entre vous l'ont vécu, hein. C'est quand même, à partir de 50, c'est plus compliqué. On voit on nous répond moins quand on postule intragroupe, hein, j'entends déjà. Enfin, je parle que de l'intragroupe, là. Donc, c'est un peu plus moins de formation. Et ça, on le voit qu'elle décline en fonction de l'âge. C'est le petit graphe en bas. Là. Voilà, exactement. Moins d'augmentation. En même temps, moins de formation d'efficacité expérimentée. Oui, mais si tu veux changer de job et tu veux évoluer sur un autre poste, il te faut une formation, Daniel. Alors, continuer à être up-to-date. Exactement. Alors, même s'il y a peut-être une part des 60 ans qui se disent, bon, je vais partir, je vais pas me former, je vais plus me prendre la tête, mais voilà. Moins d'augmentation. Ouais, ça c'est un peu plus embêtant. Voilà, moins d'augmentation et moins de sujets intéressants. C'est ce qui nous a remonté que les sujets intéressants, les bons dossiers, voilà, on a tendance à. On leur donne pas toujours, voilà, exactement. Ensuite, je vais te donner la parole, Daniel. Sur le cadre des retraites. Donc, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on ne voulait pas réaborder ce sujet-là trop rapidement parce qu'il fallait d'abord qu'il y ait des votes sur la fin de l'année 2025. Donc, l'actualité, elle a quand même été assez riche en changements pour les derniers mois. Et l'idée, c'est d'aller vers une idée de transition professionnelle. On parle de transition écologique, etc. On a aussi une transition professionnelle parce que il va falloir passer, effectivement, avec douceur de la vie professionnelle à la vie non professionnelle. Donc, la retraite est un sujet en perpétuelle évolution. Je vous ai juste rappelé le petit graphe qu'on avait mis dans un autre webinaire où on voit qu'effectivement, au démarrage de la retraite, il fallait avoir travaillé 30 ans. On partait à la retraite à 65 ans. 70 ans, il n'y a plus grand monde, il faut le dire. Et à partir de 73, quand la population a commencé à aller un petit peu mieux sur le plan de la santé, les conditions de vie étaient moins compliquées, petit à petit, donc la population vieillissait mieux et pouvait rester au travail. Et depuis finalement 1973, on a des réformes, on va dire, de plus en plus fréquemment. On a eu la réforme Touraine en 2014, la réforme Borne en 2024, et on continue à. La réforme Borne 2024, elle se traduisait par une accélération de la réforme Touraine, en fait. Donc, un décalage progressif de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Je vais me coller, Daniel. Ouais. Et 64 ans, c'est pour la génération 68. Une accélération également de l'augmentation progressive du nombre de trimestres nécessaires. Donc, on devait aller plus vite vers les 172 trimestres ou 176 trimestres, et l'instauration d'une retraite carrière de 21 ans qui n'existait pas avant. Le Conseil constitutionnel, donc ça c'était fin 2024, début 2025, je ne me rappelle plus exactement la date, en fait a étendu la retraite progressive aux contrats en forfait jour. Avant, c'était que les contrats en forfait heure. Donc comme chez Casa, on a quand même énormément de cadres en forfait jour. Je pense qu'on est tous contents du fait que cette retraite progressive se mette en œuvre. Donc la loi senior 2025, je vais y arriver, et donc votée avec le PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale 2026, la suspension de la réforme Borne. La réforme Borne, donc on a dit c'était 2024. Et en fait, cette suspension, ça revient à faire un décalage différent de l'âge de départ en retraite. C'est pas une suspension au sens où on l'entend, parce que tout le monde est resté sur le terme de suspension. En fait, on a arrêté l'avancée de la réforme Borne, et suite à des allers-retours entre le Sénat, l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire, ça s'est même pas arrêté là, quoi. Donc, concrètement, ça fait un petit décalage. Peut-être bien rappeler, tu sais, les bornes, pas la ministre, mais. Oui, je vais y arriver. Ah oui, tu vas y arriver, pardon. D'abord, je vais parler un tout petit peu de la loi senior de 2025. Donc, en fait, elle comportait plusieurs points. Ce qui peut être intéressant à mentionner là, c'est le contrat de valorisation de l'expérience. Alors nous, ça nous concerne moins, mais c'est quand même important que des gens qui avancent en âge et qui éventuellement vont devoir changer de métier puissent, faire tamponner un petit peu leur expérience.
Il y a aussi eu des avancées dans cette loi sur la retraite progressive, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir refuser à un collègue de prendre une retraite progressive, l'entreprise doit justifier, et avec des justifications qui soient des vraies justifications. Par exemple, la personne est totalement indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Si elle ne travaille pas à temps complet, ça perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Elle a instauré aussi un temps partiel de fin de carrière. Alors ça, c'est un truc un peu particulier, ça n'existait pas avant, en tout cas chez nous. Et on peut en reparler également, ça n'existe pas encore. C'est l'idée de pouvoir utiliser sa prime de départ en retraite pour partir plus tôt en finançant un temps partiel. Intéressant. Voilà, donc ça peut être quelque chose d'intéressant On a vu. pour des gens qui ont des contraintes financières, mais qui donc ils doivent garder leur salaire, quand même qui ont du mal à continuer éventuellement à avancer. Attention, le temps partiel de fin de carrière ne peut pas être cumulé avec la retraite progressive. C'est pas fromage et dessert, c'est fromage ou dessert. On nous reparle des entretiens professionnels à 45 ans ou avant 60 ans. Donc, à 45 ans, c'est un entretien de mi-carrière dans les 2 mois qui suivent la visite médicale des 45 ans. Et avant 60 ans, c'est un entretien de fin de carrière réalisé dans les 2 ans qui précèdent les 60 ans. Important aussi, en entretien, l'entreprise, la DRH, ne peut pas vous demander à quel âge vous aurez tous vos trimestres, à quel âge vous aurez envie de partir à la retraite. Voilà, ça reste votre décision et il y a une forme de confidentialité. Bon, votre âge, elle le connaît là-dessus, il n'y a pas de souci, mais bon, pas le nombre de trimestres. Cette loi senior, elle introduit aussi quelque chose concernant la reconversion. Alors, c'est pas seulement pour les salariés seniors, c'est vraiment pour tous les salariés. C'est de manière à pouvoir évoluer dans les métiers ou changer de voie. Donc, ça prévoit une durée entre 150 et 450 heures de formation réparties sur 12 mois ou 2100 heures sur 36 mois s'il y a des accords de branche pour des choses un petit peu plus conséquentes. Et enfin, et non des moindres, eh bien, elle prévoit aussi que dans le cadre du dialogue social, il va falloir négocier tous les 3 ans au moins un accord senior. Et ça, c'est quand même pas rien. Concrètement, ça change quoi? Alors, ça change. Donc, on a dit suspension de la réforme Borne. Petit détail que je n'avais pas jusque-là, c'est qu'en fait, la mise en œuvre est au 1er septembre 2026. Elle aurait dû être mise en œuvre au 1er janvier 2026, mais dans les faits, avec les décrets, etc., c'est 1er septembre 2026. A priori, la suspension, elle va aller jusqu'au 1er janvier 2028. En fait, le gouvernement s'est engagé à suspendre la réforme au moins jusqu'aux prochaines élections présidentielles et ensuite laisser le temps aux partenaires sociaux de discuter. Donc, ça nous met plutôt à début 2028. Bien évidemment, comme il y a toujours plein d'incertitudes dans la vie politique, si les élections étaient avancées, je ne parierais pas forcément sur le 1er janvier 2028. Donc, pour l'instant, on parle à peu près comme ça. Donc, sur cette réforme standard, c'est concrètement un décalage de 3 mois pour l'âge légal de départ en retraite à partir de la génération 64, un âge légal de 64 ans pour partir à la retraite pour la génération née en 1969, avant c'était 1968, et un décalage de 1 trimestre en moins à travailler pour les générations nées en 64 et 65. C'est un petit peu compliqué à lire. Je ne vous cache pas que même moi, j'ai dû faire des jolis petits tableaux. Je vais vous les montrer après. Et c'est vrai que la plupart des gens pensent que la suspension, ça veut dire qu'on revient en 62. Voilà, Non. donc non, alors déjà, on revient pas en arrière, on arrête d'aller en avant, et concrètement, il y a quand même quelques petits pas en avant. Voilà. C'est ça. Il y a quelques petits changements pour la carrière longue, donc globalement, en fait, ça change pas énormément de choses pour la carrière longue, parce que plein de choses avaient déjà été décidées dans le cadre de la réforme Borne. Ce que ça a quand même fait, c'est que ça permet aux femmes de pouvoir compter 2 trimestres enfants. Et petit détail et non des moindres, il faudra un décret pour ajuster le départ anticipé des générations 69 et 70. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Comme c'est un tout petit peu compliqué et que je ne suis pas forcément toujours très très douée pour décrypter tous les projets de loi, je me suis beaucoup appuyée pour faire ce truc-là sur la CFDT retraité. Ils ont vraiment un truc assez génial avec des fiches et tout. C'est vraiment très très bien fait. Et donc on nous dit qu'effectivement pour certaines générations, on n'y est pas encore. Alors, et le CFDT retraité, il est accessible à tout le monde. À tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être adhérent. Voilà, c'est important donc, de dire, parce que c'est une bonne source d'information. Suivant, pour la technique, voilà, j'ai fait un petit tableau avec des différentes couleurs pour vous expliquer où on en est. Alors, le gris clair, ça c'était la réforme d'avant Borne. Donc ça va de 55 jusqu'à septembre 1961. Ensuite, gris moyen, c'est la réforme Borne. Donc ce sont les générations nées entre septembre 1961 et fin 1963. Ensuite,
gris encore un petit peu plus foncé, ça concerne les générations entre 64 et après. Donc vous voyez qu'à chaque fois, l'âge légal change. Donc pour les anciens comme moi qui sont dans le cadre de la réforme Touraine, c'est resté à 62 ans. Pour des générations entre 61 et 63, on a un léger décalage de 3 mois, 6 mois, 9 mois sur l'âge de départ en retraite et des trimestres qui sont soit 169, soit 170, ça ne change même pas à chaque étape. Et après, effectivement, donc, on repart pour la génération 64 à 62 ans et 9 mois jusqu'à mars 1965 avec 168 trimestres. Et ensuite, pour les générations suivantes, on rajoute 3 mois pour l'âge et on rajoute un trimestre éventuellement, mais pas toujours. Donc même moi, je suis obligée de regarder mon petit tableau maintenant parce que c'est vraiment hyper compliqué. Donc quand les collègues viennent me voir, je leur dis, toi, tu es né quand? Et hop, ça va dans le machin. Oui, donc on regarde les deux bornes ont progressé en fait. Continuent à progresser. Même avec la suspension, en fait. Donc c'est assez compliqué. La borne de trimestre, c'est l'âge. Pour ce qui est la suspension pour les carrières longues, alors je vous ai mis à droite un grand tableau, là, c'est très très compliqué. Donc j'ai passé un certain temps dimanche à refaire tout mon petit tableau pour mettre tous les cas de figure. Et on va le regarder sur le slide d'après, de manière plus détaillée. Ce qui est vraiment important à se rappeler pour la carrière longue, c'est l'histoire des 2 trimestres enfants pour les femmes. Donc, slide suivant, j'ai éclaté le tableau en plusieurs sous-tableaux pour que ce soit lisible, en fait, Julien. Voilà, merci. Donc, en fait, je vous ai mis à gauche donc, pour la génération jusqu'à 65. Ensuite, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Donc, à chaque fois, vous avez, à partir de la génération de septembre 1963, vous pouvez avoir plusieurs âges de carrière longue, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans. Les générations d'avant, c'est que 20 ans. Voilà, je cherchais les paliers intermédiaires et donc j'ai appelé la CFDT retraite. Ils m'ont dit non, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. Donc ça, c'était un point que je n'avais pas. Donc, dans tous les cas de figure, on voit que ça va être compliqué et que globalement, on va quand même falloir travailler plus longtemps et va peut-être falloir gagner un peu de temps pour économiser sa santé. Donc, passer de l'activité à la retraite par une phase de transition professionnelle. Donc, comment ça marche? Comment ça marche déjà pour la retraite progressive? On va parler d'abord de ce dispositif-là parce que c'est celui qui aujourd'hui existe et qui peut être intéressant. Donc, condition d'éligibilité, c'est avoir 60 ans. Donc, à un moment donné, ils avaient dit c'est 2 ans moins l'âge légal. Du coup, ça faisait pareil, des âges qui se décalaient et tout. Donc là, c'est 60 ans, ça ne bouge plus. Avoir 150 trimestres, tous régimes confondus, y compris les trimestres enfants. Et travailler à temps partiel, soit entre 40 et 80% du temps de travail contractuel. Et pour pouvoir faire ça, il faut l'accord de l'employeur parce qu'il doit donner son accord sur le temps partiel. Et s'il ne le donne pas, on l'a dit, il faut qu'il justifie. Vraiment. Comment est-ce qu'on est payé quand on est en retraite progressive? Eh bien, si je travaille à 80%, l'employeur va me payer 80% et la retraite va me payer sur les 20% de temps restant. Et comment est-ce que la retraite s'y prend? Il y a une espèce d'arrêté intermédiaire qui dit, compte tenu des droits acquis à ce jour, eh bien, le montant de la retraite, si c'était à 100%, ce serait tant. Donc, comme vous avez une retraite de 20%, ça va être 20% de ce montant-là. Et globalement, en courant vite, comme une pension de retraite, c'est à peu près la moitié d'un revenu. On va dire que si on fait 20% de temps de retraite, ça fait 10% de revenus. Ça permet de faire du 80% payer 90% ou du 60% payer 80%. Prenez pas ça au pied de la lettre, c'est vraiment un ordre de grandeur. Et surtout qu'il s'arrête au moment où tu demandes ta... Voilà, c'est ça. Pour le calcul. Et justement, tu parles de l'arrêt, il n'y a pas de date limite. C'est-à-dire que tu peux dire je commence à 60 ans et je finis quand j'ai envie, ça peut être à 70 ans. Si tu dis je pars à 70 ans. Ça peut être un peu plus tôt aussi, n'exagérons pas. Donc, quels sont les avantages? Déjà, c'est de travailler moins. On peut aussi dire, je continue à travailler, mais par contre, quand je prendrai mon congé de fin de carrière, je vais le prendre à temps partiel. Et donc, ça va me permettre d'avoir un congé de fin de carrière plus long, mais en étant quand même payé pas trop mal. Pendant le temps de retraite progressive, bien sûr, on continue à accumuler des trimestres pour la retraite définitive. Et au moment de la retraite définitive, on réarrête tous les comptes et on dit, voilà, maintenant, le montant de la retraite, c'est tant.
Petit inconvénient quand même, parce qu'il y a des avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients. Chez nous, la prime de départ en retraite, elle est calculée, et ça c'est dans la convention collective, sur la base de la rémunération brute touchée autour des 12 derniers mois. Donc si on est à temps partiel, eh ben forcément, la prime de départ en retraite est proratisée. Donc chez nous, la prime de retraite, ça peut être de 6 mois maximum. Si vous dites, j'ai travaillé à temps partiel pendant 80%, eh bien ça veut dire que vous n'aurez pas 6 mois de salaire, vous aurez 4,8 mois de salaire. Par rapport aux 25 meilleures années, si elle rentre dedans, quand tu as pris ta partielle, ça dure un tout petit peu. Ça va te Sauf si tu as les 25 avant. C'est ça. Mais ça va te prendre en fait les revenus sur lesquels tu as cotisé pendant la ces période, années-là. Tu cotiseras moins, voilà, en fait, donc tu potentiellement auras moins de points. Donc il y a un impact. Alors j'avais calculé, c'est genre de 1 à 2% maximum. C'est pas énorme. Mais après, sur des petites retraites, ça compte quand même. D'accord, oui, tout à fait. Ouais. Comme quand tu mets ta RDP c'est ça. demi-jour. C'est ça, tu cotises pas dessus. Mais par contre, quand tu prends ton CEE, quand tu prends dans ton congé fin de carrière cette partie-là, bah, tu vas cotiser à ce moment-là. Donc ça change quelques équilibres. Le temps partiel légal de fin de carrière, eh bien, bon, ça pour l'instant, c'est pas fait, puisqu'il faut que ça passe par un accord de branche. Donc je rappelle que le dispositif n'est pas cumulable avec la retraite progressive. Et en revanche, à partir du moment où on prend cette prime pour payer du temps partiel, elle est soumise à ce moment-là à cotisation sociale et fiscale. Ça revient à avoir un salaire là-dessus. Du coup, maintenant, on fait quoi? Il y a plein d'options, c'est compliqué. Donc déjà, vous venez me voir, je vais essayer de vous expliquer en écoutant quels sont effectivement vos cas personnels précis, parce qu'en fait, on doit adapter une solution à chaque cas particulier. Et ça relève un peu de l'optimisation sous contrainte. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quoi mes contraintes? Je peux avoir des contraintes financières, payer la maison, payer les études des enfants, m'occuper de mes parents âgés, d'un parent handicapé, des contraintes de santé. On a quand même des collègues qui ont des maladies chroniques fatigantes, des fatigues aussi liées à des pathologies lourdes, notamment je pense à des collègues qui ont eu des cancers avec des traitements extrêmement lourds. On n'est pas en forme. À un moment donné, il vaut mieux ménager son corps pour pouvoir aller plus loin. Et puis juste, on peut avoir envie de profiter de la vie, de faire des voyages, de courte durée, de longue durée, profiter d'activités extra-professionnelles. Bref, à un moment donné, il va falloir se poser la question du choix du rythme sur lequel on veut travailler et comment on va adapter son budget. Et là, on va voir Anatole. On va voir Anatole. Parce qu'en fait, pour que ça devienne un peu concret, je me dis, je vais prendre un exemple, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Et cet exemple, alors j'ai pris Anatole parce que je trouvais que c'était plus facile de prendre un homme qu'une femme. J'ai pas voulu prendre un parce qu'après je voulais pas qu'on confonde avec toi, voilà. Mais surtout comme ça, voilà, les trimestres enfants, ça vient pas en fait perturber l'explication parce que vraiment chacun est particulier. Alors Anatole, il est né en octobre 1965, donc il vient d'avoir 60 ans, on est content pour lui. Il travaille depuis l'âge de ses 20 ans pile, parce que ça m'arrangeait bien. Je l'ai mis en catégorie K parce que je voulais lui mettre une RBA à peu près à 90 000 € pour faire des comptes ronds, parce qu'après je vais vous faire des petites simulations financières pour qu'on voit un petit peu ce que ça fait en termes d'effets. Donc, il a 208 jours ouvrés, il gagne 90 000 € brut par an, ce qui fait à peu près 5 625 € net avant impôt. Et il a un CET de 100 jours à aujourd'hui, parce que en fait, beaucoup de collègues ont à peu près 100 jours. Voilà. Quelles sont les dates de liquidation possibles? Donc, avec le petit tableau de tout à l'heure, j'ai regardé, son âge légal à lui, c'est 63 ans, donc ça le mettrait au 1er octobre 2028. Et comme il a commencé à travailler à 20 ans, je n'ai pas fait la carrière longue. J'aurais peut-être dû, mais non, parce qu'en fait, il aurait peut-être pu être carrière longue 21 ans, mais je n'ai pas fait. Donc, j'ai dit, le nombre de trimestres requis, c'est 171, et ça aurait été au 1er juillet 2028. Mais comme c'est âge légal et nombre de trimestres, je vais faire une date de liquidation possible à partir du 1er octobre 2028. Je lui ai estimé sa pension à un demi-salaire, parce que ça m'arrangeait bien aussi. Comme il est en fin de carrière, qui prépare un petit peu son compte épargne-temps, eh bien, il économise 15 jours de CP par an, c'est-à-dire le maximum de ce qu'on peut économiser aujourd'hui dans notre CET. Il y met aussi les 3 jours supplémentaires. Il a une RVP conforme, ce qui fait pour lui 10% ou 26 jours. Alors, je commence par l'option standard. Donc, l'option standard, il part à sa retraite tranquillou, il ne fait rien de spécial. Eh bien, il a donc dans son CET, je lui ai fait tomber donc les nouveaux jours qu'il allait économiser. Je l'ai bonifié à hauteur de 15%, ce qui fait qu'il a 136 jours de CET qui lui permettent de partir non pas au 1er octobre 2028, mais déjà au 14 mars 2028. Et comme il fatigue quand même un peu notre Anatole, il dit mais moi je veux prendre tout ce que je peux prendre comme congé avant ce congé de fin de carrière basé sur le CET. Donc je lui fais prendre tous les congés qui seront
sur Pay Online au 14 mars 2028 et qu'il peut prendre, c'est-à-dire les CP qu'il aura générés sur les premiers mois de 2028, un peu de RTT 2028, les CP générés en 2027 et comme on arrête les compteurs quand on va voir la DRH, et là pour le coup ça va être en 2027, je lui ai fait mettre ce qui n'est pas encore tombé mais qui tombera après le rendez-vous avec la DRH. Et tout ça mis l'un dans l'autre, il gagne encore 54 jours. Donc notre Anatole, eh bien, il va se retrouver en congé fin de carrière à partir du 28 décembre 2027. Autrement dit, c'est son congé, c'est son cadeau de Noël de 2027. Mais quand même, il est en grande vacances pendant 9 mois. Donc il va rester chez lui pendant 9 mois. Il sera payé à être en vacances, à profiter de la vie, à faire ce qu'il veut. Donc, je vous ai mis sur la droite un petit peu son budget. Donc, 2027, c'est une année standard. Donc, en fait, il a son salaire. Je lui ai mis 75% de ses 90 000 euros bruts, donc ça fait 67 500. Sa RVP de 10%, on arrive à peu près 74 000. L'année 2028, il a des salaires et des pensions de retraite. Il a une RVP. Il a une prime de départ en retraite. Il a un solde de tout compte. Tout ça fait de l'argent. 110 000 euros à peu près. Ils sont deux, parce qu'on va parler d'optimisation fiscale tout à l'heure. Donc, en impôt, ça devrait aller. Et puis, 2029, il a pu que sa pension, et donc il passe à 40 000 environ. Donc ça, c'est un peu notre scénario de base. Dans le scénario suivant, je lui ai fait placer sa RVP, 100% de ses RVP. Du coup, il a le temps d'en placer deux. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir ce que ça génère, en fait. Parce que quand on place une RVP de 26 jours, qui était dans son cas, donc 100% de l'RVP, je rappelle qu'on peut placer 25, 50, 75 ou 100%. Donc là, je fais passer les 100%. Eh bien, 26 jours deviennent, une fois bonifiés, 30 jours. Là, on avait le temps d'en placer deux, ça fait 60 jours, ça fait à peu près 3 mois. Donc, ça, sur 2 années, ça fait 3 mois. Il a toujours ses jours de CET de la même manière. Et donc, au lieu de terminer quasiment à Noël 2027, il termine à mi-octobre 2027. Donc, il gagne pas mal de temps. Comment ça se passe sur le plan financier? Alors, comme il n'a pas touché de RVP, il a 0 sur la ligne RVP. En 2028, il va en toucher un peu sur 2027 parce qu'il aura quand même travaillé sur 9 mois et demi de 2027, et ça, il ne peut pas le placer, donc il est obligé de le toucher. Et j'ai calculé ses revenus, et on voit que là, effectivement, le total sur les 3 années, c'est 219, alors que tout à l'heure, c'était 224 000. Donc, s'il fait ça, il gagne du temps, et ça lui coûte 5 000 euros. Et l'étape d'après, je lui fais faire une retraite progressive, 80% de travail, 20% de retraite. Donc, il ne place pas sa RVP. Donc, c'est pour comparer par rapport à la situation standard. Donc là, effectivement, en fait, il est à partir de 2026, il gagne une journée par semaine. Il va faire plutôt du 80%, payer 90%. Donc, il va avoir les salaires, 80%, 54 000. Un bout de retraite progressive qui va faire 8 000 euros. Sa RVP en 2027, il arrive à 67 000 euros. 2028, j'ai mis des pensions de la retraite progressive sur les 9 premiers mois et de la retraite définitive sur les 3 derniers mois. Il arrive à 98 000, etc. Donc là, il est à 200 000. Donc en fait, il est passé de 225 000 à peu près à 206 000 sur ces 3 années-là. Mais lui, il a gagné du temps. Il a soufflé un peu. Il a perdu pas loin de 1 000 euros par an avant impôt. Après impôt, ça fait un peu moins. Mais voilà, il a soufflé. Donc ça permet quand même effectivement d'avoir un peu une vision de qu'est-ce que ça fait concrètement. 3 options qui se présentent, on va dire, assez spontanément. Déjà, quand quelqu'un vient me voir pour me dire, voilà, j'ai besoin de discuter de ma retraite, je vais vers quoi? Donc là, je lui ai pris 2 ans. Les collègues viennent parfois 10 ans avant. Donc, on a le temps de rallonger, etc., avec des impacts qui peuvent être beaucoup plus importants, notamment parce que si vous dites, c'est 30 jours, c'est 1 mois et demi quand je place une RVP, vous faites ça sur 10 ans, on est déjà à 15 mois. Voilà. Donc, j'ai des collègues qui viennent me voir très tôt, justement, pour voir ce que ça fait. Un petit point quand même sur l'optimisation fiscale, parce que ça peut être un point important, pas pour tout le monde, mais pour certains. Donc, globalement, c'est toujours mieux quand on part plutôt au premier semestre, mais il n'y a pas toujours d'impact, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que toutes ces sommes qui tombent, en fait, l'année du départ en retraite, est-ce que ça fait basculer de tranches de revenus ou pas, de tranches d'impôt ou pas? Et puis, si ça fait changer de tranche de revenus, il y a ce qu'on appelle la méthode du quotient, que j'expliciterai effectivement aux collègues, qui reviennent à calculer l'impôt sans le revenu exceptionnel qui est la prime de départ en retraite, calculer l'impôt avec un quart de ce revenu exceptionnel, regarder le différentiel et multiplier par 4.
Donc, globalement, ça revient à dire, est-ce que si je prends qu'un quart de ma prime de départ en retraite, je change de tranche ou pas? C'est à peu près ça l'idée. Petit point également sur l'épargne, parce que ça, effectivement, j'en parle à chaque fois. Je conseille toujours de compter ces petites noisettes au moment du départ. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, on part, quand on est en retraite, on a quand même des revenus qui ont beaucoup baissé. Donc, la capacité d'épargne diminue et l'envie de dépense peut augmenter, parce qu'il faut quand même profiter aussi de sa retraite. Donc, ce qu'on touche au moment du départ, c'est la prime de départ en retraite. Donc, celle-là, elle est imposable, quoi qu'il arrive. Après, il y a une chose qu'on peut débloquer ou pas. Donc, en fait, nous, ce qu'il faut regarder, c'est la retraite supplémentaire. Donc, c'est ce qui est sur Agrégat Prévoyance. Une sortie en capital est possible sous condition, et dans ce cas-là, c'est imposable. Donc, ça dépend de combien ça va vous verser, etc., en termes éventuellement de rente. Le PEE, on peut aussi sortir en capital, mais une seule fois avec le motif retraite. Sinon, le reste, c'est bloqué. Et à ce moment-là, il y a une partie qui est fiscalisée, mais pas beaucoup. Hein, c'est CSG, CRDS, donc pas 10% à peu près, enfin ça évolue un petit peu quand même. Et le PERCOL, c'est une sortie en capital aussi possible sous condition et en partie imposable. Donc si c'est une rente viagère, elle est soumise pour une fraction du montant de la rente à l'impôt sur le revenu. Et si on sort en capital, c'est une exonération d'impôt. Moi, ce que je dis aussi aux collègues, c'est si tu as des contraintes financières, si tu as des impôts, des crédits à payer, des études des enfants, compte déjà combien tu peux récupérer de tous les côtés pour voir si, par exemple, ça rembourse ton crédit immobilier. Parce que ce qui peut être compliqué, c'est aujourd'hui, on a au maximum un tiers de ses revenus qui peuvent être mis sur un crédit immobilier, enfin pour rembourser un crédit immobilier. Si on a la moitié du salaire, c'est plus possible. Donc il faut au moins se débarrasser d'une partie du crédit ou de la totalité des crédits en utilisant éventuellement ces capitaux qui peuvent se libérer. Je reviens sur le cas d'Anatole, là. On voit bien l'intérêt des points retraite qu'on propose, quoi. C'est de pouvoir vraiment adapter le scénario optimal en fonction des souhaits, des contraintes de chacun. Je sais bien, et je m'en souviens, moi, ça m'avait. Encore là. Non, mais moi, je me souviens, là, quand tu me l'as fait, en fait, ça libère parce que ça donne en fait une perspective dans l'avenir. Et c'est bête ce que je vous dis, mais là, on se dit, ah ouais, je peux partir là, en fait. Et c'est aussi un point qui est important. Et ça donne des choix. Déjà, on n'est pas devant une espèce Exactement. c'est que ça donne des choix et ça éclaire les choix. Et après, effectivement, chacun a des situations complètement différentes. C'est vraiment important en plus, ça soit individuel pour bien échanger et puis trouver le scénario optimal qui convient, quoi. Donc voilà, l'équipe CFDT est à votre service pour le service retraite. Donc moi, je suis là et Alain aussi. Je le forme, c'est un petit peu compliqué, mais il y arrive. Je suis senior, mais je suis son petit jeune. En tout cas, ce qui est sûr. C'est vrai que je ne l'avais pas fait comme la goulette. Tu n'as pas pu te retenir. En fait, il faut commencer à regarder à partir de 50 ans. Je ne dis pas que c'est une obsession, mais il faut quand même s'en préoccuper à partir de 55 pour cadrer, sécuriser son projet. Donc, moi, ce que je fais avec les collègues, c'est on va regarder le relevé de carrière, on va regarder, estimer les montants des pensions, on va regarder effectivement ce qu'on fait pour le CET, ce qu'on place pas des RVP, ce que ça fait, en sachant que c'est pas parce qu'on fait des calculs que voilà, c'est figé dans le marbre, hein, mais ça donne des idées et ça permet de se positionner. Et même quand on dit je vais faire ça, j'en connais qui changent d'avis en cours de route, j'en connais qui sont revenus 10 fois en changeant d'avis, et c'est très bien comme ça, parce que quand on commence à regarder, on se projette, quand on se projette, ça devient concret, et puis on change éventuellement potentiellement des problèmes. Et d'une manière générale, on n'est pas là que pour la retraite, hein, on est là aussi pour tout un tas de sujets, pour tout ce qui est les mobilités, la santé psychologique au travail, l'accompagnement en termes de salaire, etc., pour présenter. Et si tu peux aller jusqu'au dernier slide, Julien, voilà, en fait, on est toute une équipe CFDT à votre service. Les 4 délégués syndicaux, mais pas que, c'est-à-dire Valérie Delacour, Guillaume Maître, Julien Carretero et moi, mais aussi, en fait, tous nos représentants dans les directions, et ils sont nombreux, tous nos élus, qui sont là pour répondre à vos questions, qui sont là aussi pour dire, si je ne sais pas y répondre, je vais aller te trouver la bonne personne à la CFDT qui saura te répondre. En tout cas, l'idée générale, c'est que vous avez une question, on essaie de vous apporter une solution. Il ne faut pas hésiter, vraiment. Voilà, c'est ça. Et c'est confidentiel. Totalement. Pour la partie pour la retraite, c'est totalement confidentiel. De toute façon, ça restera entre nous et vous. Quoi. Exactement. Et donc, moi, j'enregistre des trucs, mais c'est juste parce que je fais trop, donc si je ne garde pas, je m'en rends compte. Mais après, et puis après, et franchement, moi, les collègues, ils viennent régulièrement. Ils viennent, 2 ans après, on réajuste, etc. On regarde où ils en sont, on discute, et voilà, c'est vraiment, c'est open. Donc voilà, je crois qu'on a passé en revue à peu près tout ce qu'on voulait passer. Par contre, je n'ai pas eu le temps de regarder les questions. Julien, est-ce qu'il y a des questions qui sont tombées en cours de webinaire? Alors, on a une question.
Je ne sais pas pour les autres, mais j'ai eu 58 ans et pas d'entretien de fin de carrière. 3 petits points. Alors, de fin de carrière, c'est 60 ans, mais ça va arriver. Avec la nouvelle loi senior, là, ça va arriver. Et puis, c'est très bien que ça arrive. Et si tu as 58 ans, viens voir. On va commencer à regarder ensemble. Viens voir Alain. Question de Catherine. Donc, perdant pour l'aîné à 66 et 67, d'autant que le critère carrière longue est repassé à 20 ans et plus 21 ans pour l'interrogation. Ah, voilà, c'est là où effectivement, moi j'ai découvert, parce que il y a des trucs que je ne comprenais plus, et effectivement, il y a des bouts de génération où il n'y a pas la tranche 16 ans, 21 ans. Ouais. Ouais, ouais. C'est pour ceux qui sont nés avant, enfin jusqu'à fin août 2063, il n'y a pas ces tranches-là. Et j'ai appelé la CFDT retraitée en disant je ne comprends pas. Elle me dit bah non, parce qu'en fait, il n'y a pas le cas. Voilà. Une autre question de Frédéric. Peut-on étaler les sorties en PER, PEE, par exemple, sur plusieurs années, au fur et à mesure de la disponibilité des capitaux, afin d'optimiser l'impact fiscal? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, donc le PEE, on a droit qu'à une seule fois le motif retraite. Donc en fait, on envoie 15 jours à peu près avant le départ en retraite définitif, liquidation de la MSA, on reçoit une notification de la MSA qu'on envoie effectivement à Amundi ou à Agrica Prévoyance et on leur dit je veux, pour le PE, on dit je débloque, je prends. Pour la surcomplémentaire Agrica ou pour le PERCO, on dit je débloque et je prendrai après quand j'aurai besoin. C'est vraiment, y a pas, le PERCOL, c'est en autant de fois qu'on veut. Il n'y a que pour le PE où c'est une seule fois. Ouais. Et c'est important. Et si vous voulez souscrire aux augmentations de capital réservé aux salariés, il faut qu'il vous reste un bout de PE. Laissez 1 000 € dessus, par exemple. Et s'il n'y a plus de PE, on ne peut plus souscrire aux augmentations de capital réservé aux salariés. Ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, après, c'est bloqué, effectivement, parce que c'est une seule fois le motif retraite. Ouais. Pardon, c'est logique. Il y a d'autres questions, Julien? Pas une question pour demander Moi, si pour avoir le support. Non, mais j'ai cru voir une passée. Alors, le support, il suffit de me le demander, je l'envoie. Il est à dispo. Voilà, il est à disposition. Non, on me le demande, on ne met pas le support à disposition, on met le replay à disposition. Mais si on veut le support, moi je donne le support, il n'y a pas de problème. Alors, Daniel? Ouais, voilà. Alors, le replay sera par contre à disposition. D'accord, Julien. Vous n'hésitez pas à le transférer en fait à tout le monde. Hein. L'année dernière, il y a eu 300 vues sur le replay, c'est pas mal. Et Julien nous a dit qu'il fallait qu'on en fasse 10 000 pour que YouTube nous rétribue. Je rigole. Daniel? Ouais, on en fait tous les mois. Tout à fait. Moi, j'ai une petite question. Donc, ça prouve que c'était clair. Allô? Quid de l'âge de départ? Alors, plus de si l'âge de départ à la retraite est allongé après le. Alors, j'ai pas la suite. 2027. Et que l'on est déjà parti en congé de fin de carrière. Alors, c'est une bonne question. On regarde les cas individuellement avec la DRH. Voilà. Au moment de la mise en place de la réforme Borne, on a quelques collègues qui se sont retrouvés effectivement coincés. Donc, on dit, va falloir qu'ils reviennent, quoi. La DRH a dit non, on va trouver un arrangement. Donc, en fait, on s'est arrangé individuellement. Donc là, on en a déjà parlé à la DRH qui dit on s'engage sur rien du tout. Mais on peut toujours discuter. Sur le slide de simulation retraite, Catherine dit. Alors, qu'est-ce que dit Catherine? 80%, car il est indiqué une perte de 1 000 € par mois, séparant sur la période. Point d'interrogation. Alors, parce qu'en fait, alors attends, je regarde. Ça, tu as dit 1 000 € sur 3 ans. Ouais. Parce que tu as mis 1 000 € par mois. Je suis d'accord. On passe en régime standard, il était à 225, on passe à 206, donc ça fait à peu près 20 000 €. Et c'était sur 2026, 2027, 2028. Ouais, j'étais un peu violente là. Ouais, c'est un peu moins. Merci d'avoir suivi. Effectivement, j'ai fait ça. Je voulais mettre des montants ronds, mais là, pour le coup, c'est un peu excessif. Donc, c'est 700 € par mois. Je changerai. Ouais. C'est beaucoup quand même. Après, c'est le prix pour dire, voilà, Alors, ça, c'est avant impôt. C'est beaucoup, 700 € par mois. Ça baisse aussi sur les impôts. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder chaque cas particulier. Tu as parlé
pour les femmes des 25 meilleures années qui passeront à 23 ou 24 ans pour une interrogation qui est concernée. Alors ça, c'est pour les femmes qui auraient atteint tout leur trimestre avant l'âge légal de la retraite. Si les femmes ont atteint le nombre de trimestres 1 an avant l'âge légal de départ à la retraite, elles peuvent faire calculer les montants moyens sur moins d'années. Donc 24 si elles ont eu un enfant, 23 si elles ont eu 2 enfants ou plus. Le diable est dans les détails, hein. C'est pour ça qu'on peut passer à côté de bricoles. On est bien d'accord. S'il n'y a plus de questions, on va peut-être clore le webinaire. On vous remercie d'être venus nombreux participer, parce que là, je vois qu'il y a 33 participants. Donc voilà, c'est déjà sympa de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Et on est à votre disposition. Daniel, est-ce que tu on n'a pas m'entends? parlé du contrat santé. Ah oui, tu as raison, Daniel. La mutuelle. Quand on part en retraite, on peut garder le contrat mutuel retraité. C'est pas le même prix que quand on est salarié, parce qu'on n'a plus la subvention employeur. Donc, à aujourd'hui, c'est 183 € par mois et par personne. Ça peut sembler beaucoup, mais les frais médicaux, ça va très, très vite. Donc, en fait, on peut payer moins cher, économiser 50 € par mois. La première opération qui vous coûte 3 000 € entre les dépassements d'honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste. Bon, on regrette parfois d'avoir un peu économisé. Donc, nous, on conseille de garder le contrat mutuel retraité, qui n'est pas le contrat loi E20, qui est bien le contrat mutuel retraité, c'est marqué dessus. En général, moi, je l'envoie aux collègues, comme ça, je suis sûre qu'ils l'ont. La couverture est bonne. Voilà, c'est plus cher que quand on achète le contrat. C'est plus cher. Ouais. Mais la couverture est quand même bien par rapport quand on compare avec les autres. Elle est très, très bien. Voilà, c'est plus cher, que d'en acheter en individuel. Hein. Il est plus cher que si on l'achète sans le truc retraité. Eh ben, nous vous remercions. Il faut penser au point individuel pour la retraite, parce qu'il n'y a rien de mieux. Oui, exactement. Donc, on vous dit à très bientôt et on vous souhaite à nouveau une belle année 2026. Belle année. Et puis, content d'avoir ça avec toi. Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.